Françaises, Français, au cours des toutes dernières semaines, depuis le début du mois de décembre, le gouvernement a pris des mesures très liberticides. D'abord en autorisant à afficher les opinions politiques des Français. Cette décision, qui a paru inimaginable il y a encore 10 ou 15 ans, a été actée par 3 décrets datés du 2 décembre 2020, parus au Journal officiel du 4 décembre. Pour être très précis, ce sont les décrets 2020 1510, 1511 et 1512 qui ciblent 3 fichiers. Un fichier de la police nationale, le PASP, Prévention des atteintes à la sécurité publique. Un fichier utilisé par les gendarmes qui est JPASP, Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique. Et enfin un fichier dit EASP, Enquête administrative liée à la sécurité publique. Eh bien désormais, dans ces 3 fichiers, on peut indiquer les opinions politiques, religieuses, les convictions ici ou là, les appartenances à telle ou telle association. Alors bien entendu, j'ai vu la presse on a peu parlé, mais j'ai vu un article notamment dans l'Express du style débunkage, c'est-à-dire nous expliquant qu'effectivement c'était un peu surprenant, mais en fait que tout ça était finalement somme toute bien normal, que ça ne concernerait que 40 000 personnes très dangereuses, que c'était pour lutter contre le terrorisme. Alors à partir du moment où vous avez dit ça, tout le monde s'écrase. Et enfin, cerise sur le gâteau, que la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui avait été créée dans les années 70, eh bien que la CNIL serait d'accord. Et donc, autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Eh ben non, moi je ne circule pas parce que je trouve qu'il y a à voir. Je trouve que c'est se moquer du monde de présenter les choses comme ça, parce que les fichiers en question, c'est la porte ouverte à des dérives. Car même les gens en contact avec des personnes dangereuses pourront être concernés. Ça veut donc dire que progressivement on nous parle de 40 000 personnes, mais demain ça pourra être 80 000, 100 000, 300 000, 500 000, dans la mesure où le principe, lorsqu'une digue s'est effondrée, le principe est acté d'avoir des fichiers ayant des connotations politiques, religieuses. Enfin, c'est quelque chose de terrifiant si on reconnaît les choses, si on dit les choses en face. D'ailleurs, quand je vois qu'au moment même où le gouvernement, de façon subreptice, camouflée, produit ses décrets sans tambour ni trompette, et que ça ne provoque que 2-3 articles de journaux et puis que tout le monde laisse passer, on imagine volontiers que s'il s'agit de faire passer de 40 000 à 400 000 ou à 4 millions le nombre de personnes fichées, ça ne bougera pas davantage. Je voudrais dire d'ailleurs à ce propos que je suis outré. Outré par l'absence de réaction des grands partis politiques et tout particulièrement des partis politiques de gauche. Où sont M. Mélenchon, M. Ruffin, M. Quatennens, Mme Obono? Où sont M. Jadot, M. Faure du Parti socialiste? Où sont Mme Artaud de Lutte ouvrière, M. Poutou? Et qu'est-ce qu'ils font? Où sont ces consciences morales? Non, ils sont trop occupés à nous faire croire que la liberté d'expression se limiterait à avoir des caricatures offensantes de Mahomet ou à filmer des policiers visage découvert. Mais pendant ce temps-là, ce qui est en train de se passer, c'est le fichage de tous les Français potentiellement en fonction de leurs opinions politiques. Que dit la gauche? Elle ne dit plus rien. Mais où est passée la gauche? Et puis maintenant, nouveau scandale. Nouveau scandale, le gouvernement lance un projet de loi c'est donc d'origine gouvernementale, avec procédure d'urgence s'il vous plaît, qui a été donc déposé le 21 décembre au bureau de l'Assemblée nationale pour une procédure dite d'urgence sanitaire. Voilà. Enfin, de façon prioritaire. C'est-à-dire que, entre Noël et le jour de l'an, au moment où tous les Français regardent évidemment les fêtes, du moins ce qu'il en reste, on risque d'avoir des députés, ceux que j'appelle les députés zombies de La République En Marche, qui ne comprennent rien, qui ont été élus suite à la gigantesque manipulation de 2017. Et quand ils commencent à comprendre quelque chose, ils commencent à comprendre qu'ils ne servent strictement à rien, ils prennent la poudre d'escampette et ils quittent le groupe LREM. Si cette loi est votée,
le Premier ministre pourra, le cas échéant, dans le cadre des mesures prévues, subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transport ou à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités à la présentation des résultats d'un test de dépistage établissant que la personne n'est pas affectée ou contaminée par le coronavirus, ou bien ou au suivi d'un traitement préventif, y compris à l'administration d'un vaccin ou d'un traitement curatif. Je viens de dire le terme exact qui est utilisé dans ce projet de loi. Dans ce projet de loi qui fait l'objet d'une procédure d'urgence entre Noël et le jour de l'an, pour des députés qui, en fait, ne sont plus que des serpillères qui sont là pour acquiescer à tous les desiderata du gouvernement. Moi, je suis sidéré. J'ai noté, j'ai fait un tweet qui a eu des milliers de j'aime, j'ai noté qu'il y a quelques personnes qui ont réagi, Madame Le Pen, Madame Marion Maréchal, Monsieur Julien Aubert, donc des personnalités au RN ou bien aux Républicains qui ont protesté, voilà, Monsieur Philippot. Mais la gauche brille par son silence et son absence. Il s'agit ici de rien moins que d'imposer aux Français une vaccination obligatoire sur un vaccin éminemment contesté. Et il s'agit d'ailleurs de l'imposer de façon non pas frontale, mais de façon vicieuse et hypocrite, en créant des citoyens de seconde zone. Mais c'était extraordinairement attentatoire non seulement aux libertés publiques, mais à la dignité des êtres humains. Et la gauche, là encore, ne dit rien, comme elle ne dit d'ailleurs rien du tout sur la question des vaccins depuis des semaines. Alors, on a eu droit, bien entendu, au débunkage évidemment. Un débunkage par LCI qui ne débunk rien du tout, mais qui fait croire qu'il débunk. C'est même ce débunkage de LCI sur cette affaire, c'est même, je voudrais ici l'analyser avec vous en quelques instants, c'est même un chef-d'œuvre. Bravo pour la journaliste qui l'a fait. C'est même un chef-d'œuvre de désinformation. Voilà ce qui est mis. Il y a un grand titre, déplacement, le gouvernement veut-il vraiment instaurer un passeport vaccinal? Ce qui est important ici, c'est l'adverbe vraiment. Pourquoi? Parce que lorsque les gens lisent Internet ou lisent des journaux, on sait qu'il y a 75-80% des gens qui ne lisent que le titre et qui ne lisent pas le contenu de l'article. Tant et si bien d'ailleurs qu'il est désormais assez fréquent dans la presse de découvrir que des articles ont des contenus finalement très différents du titre au-dessus. Lorsque les gens lisent le titre que je viens de vous dire, ils se disent immédiatement « Bon, est-ce qu'il veut vraiment instaurer ? Bon, ça veut dire ça va, LCI les a débunkés, ils disent encore n'importe quoi, les complotistes disent encore n'importe quoi. Je passe à autre chose. » Vous vous rendez compte comme c'est vicieux. Ensuite, si je reprends cet article, il y a marqué en dessous, un sous-titre, un chapeau comme on dit, « Liberté », je cite LCI, « s'appuyant sur un alinéa d'un projet de loi instituant un régime pérenne ça veut dire permanent, de gestion des urgences sanitaires déposé ce lundi 21 décembre par le gouvernement, la droite et l'extrême droite, évidemment tout de suite pour bien stigmatiser pour les gens de gauche ou d'extrême gauche, la droite et l'extrême droite accusent donc ce projet de loi de vouloir conditionner les déplacements des Français à une obligation vaccinale. Qu'en est-il? Quand vous lisez ce chapeau, vous vous dites, en effet, ils ont débunké. Et s'appuyant, ça serait vraiment une lecture complètement sortie du contexte, etc., etc. Mais c'est pas une lecture sortie du contexte, je vous l'ai lu. C'est pas qu'il s'appuie pour affirmer que, c'est ce qui est écrit. C'est écrit, on vous l'a montré à l'écran. C'est écrit dans le projet de loi. Et quand on lit l'article de LCI, on s'aperçoit qu'à la fin des fins, eh bien, cet article confirme en effet ce qui est écrit. Sauf que, comme à l'accoutumée dans ces articles de prétendu débunkage, on explique à chaque fois qu'on a sorti ça d'un contexte, que ça n'est qu'un début, qu'il s'agit d'un débat qu'on ouvre, que ça doit mûrir ici et ça. Voilà. C'est d'ailleurs là-dessus que se termine l'article. Olivier Véran a dit mais non. Il s'agit simplement d'engager un débat, ça va mûrir, ça durera au-delà de la pandémie actuelle, etc. Mais c'est incroyable.
c'est un projet de loi présenté le 21 décembre en procédure d'urgence. Et maintenant, M. Véran, comme il se rend compte que ça fait un tollé dans l'opinion publique, M. Véran dit non, 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 c'est pour mûrir. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'article de LCI, c'est vraiment un cas d'école. Comme la plupart des articles de débunkage, de prétendu débunkage, en réalité ne débunkent rien du tout, parce que les faits sont têtus et les faits sont là, simplement par des artifices de présentation du style « oui, mais non, c'est extrait du contexte, mais ça s'étalera sur des années, et puis on va débattre, etc. » Sur ce genre d'argutie qui ne figure absolument pas dans le projet de loi d'ailleurs, eh bien ce genre d'article justifie et même banalise des énormités. Là, il s'agit de rentrer dans le droit commun l'état d'urgence sanitaire, comme ça a été fait pour l'état d'urgence suite aux affaires de terrorisme. Il s'agit donc maintenant de pérenniser dans le droit français les privations de liberté des états d'urgence face au terrorisme ou des états d'urgence sanitaire, et tout ceci sans passer par le Parlement, qui normalement est le garant des libertés publiques. Je rappelle que dans notre Constitution, l'article 16 de la Constitution, qui donne les pleins pouvoirs au président de la République, ne le fait que pendant une très brève période et qui ensuite doit être validé par le Parlement. Ici, on a en fait une évolution de la loi française avec tout un appareil réglementaire de décret qui fait que bientôt, eh bien, on pourra avoir un gouvernement et un président de la République qui imposeront des états d'urgence permanents, sécuritaires, sanitaires, sans que le Parlement ne puisse plus rien dire. En réalité, et le deuxième point, c'est que ce projet de loi pose une obligation vicieuse et hypocrite de se faire vacciner, contrairement à la promesse du chef de l'État lors du reconfinement. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. En conclusion, je dirais quoi? Je dirais la première chose, c'est que il est effarant que la prétendue gauche française soit absente de cette évolution calamiteuse de la situation de notre République. Normalement, depuis toute éternité, la gauche française devait être, je pense à l'affaire Dreyfus, je pense à la guerre de 14-18, je pense au Front populaire, je pense aux années de Gaulle. La gauche française se voulait toujours être la défendresse des libertés publiques, de protester contre les fichages, contre les ci, contre les ça, de ne jamais relayer la politique du gouvernement quand c'était un gouvernement de droite. Là, c'est silence total et silence radio. Et c'est quand même un paradoxe assez étonnant de voir que LCI incrimine la droite et l'extrême droite de vouloir défendre les libertés. On assiste à une véritable inversion généralisée des valeurs. Et en effet, sur cette affaire, Mme Le Pen, Mme Marion Maréchal, M. Julien Aubert, M. Philippot, eh bien, finalement, sont plus des défenseurs des libertés que M. Mélenchon, Jadot, M. Catanins et compagnie. Et puis le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut que les Français arrêtent, du moins les Français conscients, arrêtent de protester, de grommeler, de s'indigner derrière leur écran d'ordinateur. Ça ne peut plus durer. Il faut donc que les Français se lèvent maintenant contre ça et en masse. Je compte prendre des initiatives très prochainement, non seulement avec l'UPR, mais sans doute avec d'autres partis politiques. Et je demande à tous les Français de se mobiliser. La première chose à faire, il y a plusieurs choses à faire. Premièrement, engagez-vous en politique. Engagez-vous en politique. Et si possible, bien sûr à l'UPR, puisque nous n'avons jamais varié de discours. Parce que par ailleurs, vous savez très bien que ceux qui resteront dans l'Union européenne, c'est-à-dire tous les autres partis, eh bien ne changeront rien. Mais je voudrais dire aussi autre chose. Vous avez la possibilité, entre Noël et le jour de l'an, de contacter vos députés et de relancer auprès des députés la demande de procédure de destitution de Macron. Nous ne lâcherons pas Macron sur cette affaire. Il faut arrêter de protester contre Macron. Vous avez tous moyen d'insister auprès de votre député. Et même s'il avait déjà dit une fois non, deux fois non, cette fois-ci, il faut qu'il y ait 10, 15, 20, 30 personnes qui aillent voir et qui écrivent à leurs députés
en disant qu'il faut lancer la procédure de destitution de Macron. Je rappelle qu'il faut qu'il y ait une cinquantaine de députés, une trentaine, quarantaine de sénateurs ou un petit peu plus de députés. Donc les oppositions ont la possibilité de lancer cette procédure. Si la France insoumise, le Parti communiste français, si le Parti socialiste, les Verts, le Rassemblement national et les Républicains s'y mettent, ils ont de quoi lancer largement la procédure de destitution de Macron. Et que l'on ne me dise pas ça n'aboutira pas. Bien sûr que la probabilité que ça aboutisse est très faible. Mais si c'est lancé, ça va affaiblir terriblement Macron et ça va donner un coup d'arrêt à cette dérive. J'ajoute que ça ne sera pas la première fois que la procédure aurait été lancée, puisque les Républicains, à eux tout seuls, avaient lancé la procédure en 2016 contre François Hollande parce qu'il avait fait des révélations, des fuites sur des informations secret défense dans son livre. Vous savez, un président ne devrait pas dire ça. Alors bon, c'est vrai que c'était pas bien. Il y a eu le lancement de la procédure, ça s'est arrêté assez rapidement, et c'était lancé uniquement par les Républicains. Mais là, c'est beaucoup plus grave. Là, il ne s'agit pas d'avoir un peu piétiné le secret défense sur un dossier. Là, nous avons un président de la République, M. Macron, qui est en train de transformer la France en un régime totalitaire à la George Orwell. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus à M. Mélenchon, M. Chassaigne du Parti communiste, M. Faure du Parti socialiste, Mme Marie-Georges Buffet, les députés, Mme Arthaud n'est pas députée, mais M. Julien Aubert, M. Christian Jacob, M. Guillaume Larrivé, Mme Le Pen, M. Bruno Bilde, etc. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus pour lancer la procédure de destitution ? S'ils ne le font pas, je suis désolé de le dire, c'est que ce ne sont pas des parlementaires d'opposition. La situation est d'une gravité que nous n'avons pas connue. Je ne sais même pas depuis quand. Je pense et je raisonne. Je n'ai pas le sentiment d'exagérer. J'ai le sentiment que depuis que je suis né, je n'ai jamais connu une situation aussi grave que la situation actuelle. Parce que ce qui est en cause, c'est tout simplement non seulement la fin de nos libertés publiques, mais la fin même de la République française et de la France libre et souveraine qu'on a connue depuis des siècles. En cette fin de 2020, la France est divisée en deux camps. D'une part, les ardents partisans de la vaccination contre la Covid-19, sans faire le détail, ils sont pour la vaccination. Et d'autre part, ceux qui sont réservés, réticents, hostiles. Ça va depuis une forte hésitation jusqu'à un refus total de vaccination. La France est donc divisée dans ces deux camps et on a l'impression parfois que les réunions de famille tournent au pugilat sur un fond de soupçons de complotisme et on a l'impression d'être revenu au pire temps de l'affaire Dreyfus, où Carandache, vous savez, le dessinateur à la fin du XIXe siècle, décrivait les dîners de famille avec des gens qui finissaient par se sauter à la gorge les uns les autres parce qu'il y avait les pour et les contre Dreyfus. Ben ça, en fait, la même chose est arrivée maintenant. Alors moi, je regarde tout ça de près. Je suis allé voir beaucoup de forums sur des journaux, des télévisions, des radios, sur Internet, sur Facebook. Et je me suis rendu compte de quelque chose d'important, c'est que les gens qui sont farouches partisans du vaccin, en fait, ont pratiquement aucun argument à opposer à ceux qui sont réticents. Le seul argument des partisans du vaccin, c'est qu'ils pensent que ça va être la fin de la pandémie. Voilà. Et donc, ils considèrent qu'il faut être dingue pour refuser le vaccin. C'est-à-dire que l'idée même qu'il puisse y avoir des dangers dans les vaccins, l'idée même que ces dangers puissent être extrêmement importants par rapport aux bénéfices attendus, cette idée ne les effleure pas. En réalité, ils raisonnent dans un rétroviseur, comme on dit. Ils raisonnent en fonction de ce qu'ils ont eu au cours de leur vie, du vaccin contre le BCG, contre la variole, etc., contre le DT polio. Et ils se disent, moi,
on m'a vacciné, ça s'est très bien passé. Donc, en fait, ce sont des combats d'arrière-garde, ce sont des choses très anciennes, ce sont des gens qui n'ont pas confiance dans le progrès. Alors moi, je fais cette vidéo ici parce que je voudrais poser vraiment cette question. Est-ce que les gens qui raisonnent comme ça, est-ce que les gens qui disent il faut faire vacciner tout le monde, il faut interdire de pouvoir entrer dans des restaurants, des cinémas, etc., ceux qui refusent de se faire vacciner, est-ce qu'ils se rendent vraiment compte de ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils se rendent vraiment compte que ce dont on parle là, ça n'est pas le BCG de leur enfance? Est-ce qu'ils se rendent compte que ce dont on parle là, c'est un vaccin nouveau? Et il y a eu beaucoup de vaccins nouveaux au cours des 15 dernières années, notamment des vaccins contre la grippe dont tout le monde sait qu'ils marchent mal. Mais il s'agit ici de vaccins nouveaux sur lesquels on n'a aucun recul. Et je voudrais commencer cette vidéo avec un fait absolument irréfutable. On a appris, là, il y a quelques heures, au moment où je parle, que le CDC d'Atlanta, c'est-à-dire le Center for Disease, qui est le grand centre qui récapitule les données statistiques aux États-Unis pour toutes les maladies dans tous les domaines, et le centre du centre, c'est à Atlanta, le CDC d'Atlanta a publié un rapport au bout de 5 jours sur les effets de la première vaccination qui a eu lieu avec le vaccin Pfizer-BioNTech, ce fameux vaccin à ARN messager, contre la Covid-19 entre le 14 et le 18 décembre. Et ce que nous apprend donc, ce qu'on vient d'apprendre des États-Unis, c'est que sur cette période, il y a eu 112 807 personnes vaccinées aux États-Unis. Et sur cette période, il y a eu déjà 3 150 événements impactant la santé, selon c'est Health Impact Event en américain, qui ont été recensés. Alors qu'est-ce que les Américains appellent Health Impact Event? C'est incapacité à effectuer des activités quotidiennes normales et ou impossibilité de travailler et ou nécessité d'obtenir des soins et un suivi médical. Donc, alors ça c'est les statistiques qui viennent de tomber. Ça veut donc dire que sur le vaccin Pfizer-BioNTech, qui est celui qui nous attend, semble-t-il, au bout de 5 jours, il y a 2,8% des personnes vaccinées qui donc ont ce genre de troubles. Et ce genre de troubles, ça ne sont pas des réactions allergiques qui durent 1 heure, ce ne sont pas des choses superficielles. C'est ce que je viens de vous dire. Si on rapporte ce chiffre sur la population mondiale, 7 milliards de personnes vaccinées, si on pouvait par un coup de baguette magique vacciner 7 milliards de personnes, ça voudrait dire qu'on aurait des effets secondaires des Health Impact Events pour 196 millions de personnes, c'est-à-dire 3 fois la population de la France, qui soit ne pourrait plus travailler, soit nécessiterait un suivi médical de la part d'un médecin ou d'une organisation médicale, soit aurait des pires difficultés à faire les gestes de la vie quotidienne. Et à l'échelle de la France, où on a 67 millions d'habitants, cela ferait à peu près 1 876 000 de nos compatriotes qui souffriraient de ça au bout de 5 jours. Je ne veux pas jouer les prophètes de malheur, je dis simplement la situation telle qu'elle est. On ne sait pas comment ça va évoluer d'ailleurs. Il est possible que ces personnes, au bout d'une semaine, 10 jours, reviennent à la normale. C'est possible, je le souhaite d'ailleurs. Mais il est possible que non. Et puis il est possible qu'on ait des choses qui se développent, non pas au bout de 5 jours, mais au bout d'une semaine, 10 jours, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 8 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Est-ce que les personnes qui traitent leurs compatriotes de crétins parce qu'ils refusent d'être vaccinés par un vaccin dont on ne connaît rien, est-ce qu'ils se rendent bien compte qu'un vaccin peut avoir des effets dans 10 ans? Est-ce qu'ils s'en rendent compte? Est-ce qu'ils se rendent compte que les autorités qui leur assurent que ce vaccin ne pose pas de problème peuvent se tromper? Et d'ailleurs, comment pourraient-elles
promettre quoi que ce soit sur les effets d'un vaccin dans 10 ans, alors que le vaccin n'existe que depuis 1 mois. Je rappelle quand même les quelques points fondamentaux. Premièrement, la Covid-19 est une maladie à faible létalité. On sait que la grande majorité des personnes qui en décèdent, hélas, sont des personnes qui ont plus que 80-85 ans. On sait que parmi elles, il y en a beaucoup qui sont tout à fait en fin de vie. On peut même se demander si dans certains cas, on n'a pas catégorisé en mort de la Covid-19 des malades qui en fait souffraient de comorbidité avec différents facteurs, et le fait d'avoir le virus de la Covid-19 n'a été qu'un des facteurs parmi ceux-ci. On a des quantités d'exemples. On aurait dû attendre à ce qu'il y ait 20 ou 25 000 morts, et nous en avons déclaré 30. Donc ça veut dire que non seulement il n'y a pas eu de mort cachée, mais que probablement qu'un certain nombre de personnes qui sont décédées porteurs du Covid ne sont pas nécessairement décédées du Covid. Bien. En tout cas, on est dans le domaine au niveau national, semble-t-il, de 0,5% de morts pour les personnes qui ont été infectées. Deuxième élément à avoir à l'esprit, ce vaccin n'empêche pas de contracter la maladie. Ça réduit la probabilité de l'attraper, semble-t-il. Mais ça n'empêche pas un seul des laboratoires n'a dit que ça empêchait d'attraper la maladie. Je me fais vacciner. Aurais-je la garantie de ne pas tomber malade? Non. Vous n'aurez pas la garantie de ne pas tomber malade. On sait que ça diminue de 90% votre risque, mais pas de 100%. Donc, c'est le deuxième point que j'invite mes compatriotes qui veulent se faire vacciner à comprendre. Ça n'est pas parce que vous serez vacciné que vous n'attraperez pas la maladie. Sans doute, vous aurez une forte probabilité de moins l'avoir. Mais ça n'est même pas sûr et certain, parce que les pourcentages, pour l'instant, sont encore très nébuleux. C'est essentiellement de la publicité émanant des grands laboratoires pharmaceutiques, mais ça n'empêche pas que dans certains cas, vous pouviez tomber malade. Un mot d'ailleurs sur le taux d'immunité. Je vois qu'il y a des vaccins des sociétés qui nous annoncent que leur vaccin pourra avoir une immunité de l'ordre de 94-95%. 90% a dit, vous l'avez vu, le virologue qui était, interrogé par Jean-Jacques Bourdin. Bon, enfin, moi, j'avoue que, honnêtement, je donne un peu ma langue au chat parce que j'y comprends pas grand-chose. Parce que, actuellement, en France, mettons pour simplifier, il y a 67 millions de Français. Il y a peut-être, je sais qu'en région parisienne, on dit qu'il y a eu 24% de la population qui a été infectée. Au niveau national, on peut penser qu'il y a peut-être déjà une dizaine de pourcents, peut-être un peu plus. Mettons 8 millions de Français, 9 millions qui ont été infectés, et il y a eu un peu plus de 50 000 morts. Donc on est dans un ratio de 0,5% de décès. Alors moi je ne sais pas très bien ce que signifie le 90% annoncé par les vaccins. Je ne comprends pas. Parce que si je comprends bien, il y a à peu près, mettons, pour revenir à l'exemple français, allez, je dis forfaitairement des chiffres, mettons 10 millions de personnes infectées en France. Et donc, sur ces 10 millions, je crois savoir qu'il y a une grosse majorité qui sont des porteurs asymptomatiques, peut-être 8 millions qui vont être infectés, mais qui ne voient pas passer le virus. Et puis, donc, il reste plus que 2 millions, donc ça veut dire que 80% restent asymptomatiques. Et donc, je ne vois pas le vaccin, si les gens étaient vaccinés, qu'est-ce qui permet de dire que c'est le vaccin qui permet de ne pas tomber malade alors qu'il y a déjà 80% qui restent asymptomatiques sans vaccin. Ensuite, il y a sur les 2 millions restants, il y en a 1 950 000 qui ont 1,9 million, je sais pas, 1,8 million, et qui ont des maux de tête, des rhumes, qui sont un petit peu malades. Et puis, vraiment, dans les derniers chiffres, on peut considérer qu'il y a peut-être, je ne sais pas, mais 100 000 personnes qui sont hospitalisées, ou 200 000 personnes qui sont hospitalisées, et puis certaines vont en réanimation, peut-être 100 000 en réanimation depuis le début, et puis malheureusement 50 000 personnes qui sont décédées. Voilà. Mais je ne vois pas où le 90% ça se joue en définitive dans cette affaire. Si toutes les personnes étaient vaccinées, en quoi ça aurait modifié, par exemple, de façon substantielle, le résultat de décès final? Je ne le comprends pas très très bien, puisque si c'est 90% sur
sur 10 millions, ça veut dire quand même qu'il resterait 1 million de personnes qui tomberaient malades. On ne doit pas être loin et emmener à l'hôpital. On ne doit pas être si loin de ça, de la situation actuelle. Bon, à vérifier. Troisième point. Ces vaccins à ARN messager, Pfizer-BioNTech, bientôt Moderna, ou dans un autre domaine, le vaccin de AstraZeneca, n'empêchent pas, semble-t-il, d'être contagieux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous aurez été vacciné que vous ne pouvez pas, si vous avez le virus qui vous a atteint, ne pas le transmettre aux autres. Est-ce que je pourrais, même vacciné, encore transmettre le virus? Possiblement, vraisemblablement. C'est pour l'instant ce que les modèles Donc singes... je me ferai vacciner, je pourrais quand même transmettre le virus. On ne sait pas encore. Sur les essais de Moderna et Pfizer, ils ont dit, le critère d'évaluation principal était de ne pas faire une forme clinique, mais il est tout à fait possible que les gens avaient du virus dans le nez, par exemple, et pouvaient être contagieux. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs chez les singes chez qui ces vaccins ont été testés. Oui. Les singes ne faisaient pas de forme clinique grave, mais ils avaient du virus dans les fosses nasales et pouvaient donc transmettre. Donc il est possible que ces vaccins empêchent les formes graves sans empêcher la transmission. Est-ce que les gens peuvent comprendre ce que ça veut dire que ça? Ça veut dire que les arguments que je vois assez souvent dans les forums de discussion, des arguments de type altruiste en disant mais non, il faut se faire vacciner, même si c'est pas pour vous-même, c'est pour les autres, c'est pour éviter de contaminer les autres, cet argument ne tombe, il n'est pas exact. Quatrième élément, on ne connaît pas la durée de la protection. Alors, je me fais vacciner, combien de temps serais-je protégé? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et on la connaît d'autant moins que le virus semble muter. Il y a des mutations. On le voit, on l'a vu avec l'affaire des visons, des 15 millions de visons qui ont été abattus en urgence au Danemark parce qu'il y avait une nouvelle souche qui s'était créée. On la voit ces jours-ci au Royaume-Uni et peut-être en Afrique du Sud où de nouvelles souches sont apparues. Et on ne sait absolument pas, même s'il y a des médecins qui vous ont dit aussitôt non, ça couvre la nouvelle souche. La nouvelle souche, on la connaît à peine. Et on vous assure que des vaccins qui ont commencé à être administrés il y a 4 jours couvriraient cette nouvelle souche que l'on découvre. Il faut quand même arrêter d'être crédule et de répéter sans réfléchir ce que l'on entend à la télé ou à la radio. Et puis même si c'était efficace sur d'autres souches, on ne sait pas quelle est la durée d'un vaccin. Tous les vaccins ont des durées limitées. Le vaccin contre le choléra, par exemple, avait une durée de 6 mois. D'autres sur la variole, c'était une durée de 5 ans. Donc là, on ne sait pas. Cinquième élément. Les vaccins à ARN messager sont les plus chers. Et ce sont eux qui bénéficient d'une promotion incroyable du gouvernement. Alors qu'il existe des vaccins de formation traditionnelle à partir du virus désactivé, et notamment les vaccins russes et chinois, qui sont totalement absents du débat public. Est-ce que l'on peut avoir en France un débat public entre les partisans du vaccin Pfizer-BioNTech, du vaccin Moderna, du vaccin AstraZeneca, du vaccin russe Sputnik 5 ou du vaccin chinois? Est-ce que l'on peut avoir ça? Est-ce que l'on peut expliquer aux Français quels sont les avantages et les inconvénients des uns et des autres, et notamment le recul que l'on peut avoir sur les vaccins qui sont faits par la Russie et par la Chine, puisque ce sont des vaccins de fabrication, de conception traditionnelle, alors que les vaccins à ARN, c'est la première fois qu'on en fait. Sixième point. Aucun recul sur ces nouveaux vaccins à ARN. J'ai commencé cette vidéo en insistant sur les tout premiers reculs que l'on a, ça fait 5 jours. Or, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en 5 jours, il y a quand même 2,8% de problèmes. Ce qui n'est quand même pas rien. Ce qui est d'ailleurs très supérieur, soit dit en passant, au taux de létalité qui est de 0,5. Alors, on va voir la suite des événements. Il vaut mieux évidemment avoir des problèmes, ne pas être en forme pendant quelques semaines et puis ne pas mourir si le vaccin protège. Mais est-ce que le vaccin protège? On n'en sait rien en définitive. Ce sont des suppositions sur des échantillons que nous présentent les laboratoires pharmaceutiques qui les vendent.
Et moi, voilà, on n'en sait rien. Je voudrais, à cet égard, attirer l'attention de mes compatriotes qui ne jurent que par la vaccination, qui considèrent que ceux qui sont réticents sont au mieux des demeurés, des crétins, des nostalgiques, pour ne pas dire des complotistes, conspirationnistes, puisqu'en France, si vous n'êtes pas d'accord avec la parole gouvernementale relayée par les médias, c'est que vous êtes banni, vous êtes frappé, comme c'est du temps de la papauté triomphante à la période baroque, on est frappé d'excommunication. Voilà, on a le pape médiatique et gouvernemental qui fulmine une excommunication contre quiconque se pose des questions. Eh bien, à tous ceux qui sont favorables à ce vaccin de Pfizer-BioNTech et qui se disent mais il y a toutes les garanties, etc., je voudrais leur rappeler, parce qu'ils l'ont peut-être oublié, ou peut-être qu'ils ne l'ont jamais su, parce que ça n'a quand même pas fait la une des grands journaux, l'exemple d'un vaccin finalement assez récent, qui est le vaccin H1N1, le vaccin contre la grippe H1N1. Or, je signale que ce vaccin, lancé en 2009, qui avait obtenu toutes les bénédictions nécessaires, l'autorisation de mise sur le marché, l'autorité de la santé, l'autorité européenne de santé, tout le monde s'y était mis, et donc on considérait déjà que les gens qui ne pouvaient pas se faire vacciner étaient des abrutis. Eh bien, ce vaccin a été retiré, car problématique, et tous les centres de vaccination ont finalement été fermés précipitamment en janvier 2010. Pourquoi ? Il y a eu au total en France 5 360 000 personnes vaccinées, dont 563 000 seulement qui ont reçu la seconde injection. Ça veut donc dire que 5 600 000 ont eu la première injection et 563 000 de ces 5 600 000 a eu la deuxième injection. Au total, ça veut donc dire qu'il y a eu un peu moins de 6 millions de doses qui ont été utilisées. Le coût pour la France a été de 668 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Quand on songe qu'il n'y a que 563 000 personnes qui ont obtenu les 2 doses, qu'on a fait le vaccin global, on s'aperçoit que ça revient à plus de 1 000 € par personne vaccinée. Ça aurait coûté moins cher pour l'État de donner 1 000 € à chaque personne vaccinée plutôt que de les vacciner avec les 2 doses. Bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce vaccin a provoqué des cas de narcolepsie, c'est-à-dire de personnes qui, à tout moment de la journée, s'effondrent dans le sommeil. Et c'est irrésistible, et c'est une maladie. Ou des cas corrélés de cataplexie, c'est-à-dire d'un seul coup, les gens deviennent comme des chiffres molles, ils n'ont plus de tonus dans les muscles. Et sans parler d'un syndrome qu'on appelle un syndrome neurologique qui est moins fréquent, le syndrome de Guillain-Barré. Et tout ceci a commencé quand ? Ça n'a pas commencé dans les 3 jours suivant la vaccination. Ça n'a pas commencé dans les 2 semaines suivant la vaccination. Ça a commencé plusieurs mois. On a des exemples de telle ou telle personne, souvent des jeunes d'ailleurs, entre 5 et 19 ans, des lycéens, des étudiants, des étudiantes, qui ont été vaccinés contre le H1N1, et puis 3, 4, 6 mois après, ça prouve qu'il y a du temps, qui se sont mis à être victimes de narcolepsie. Il a fallu attendre 2 ans, pour que soit établi officiellement, je dis bien officiellement, ça fait un scandale en Suède notamment, mais en France aussi, il soit établi donc à partir de 2011, 2012, 2013, qu'il y avait un lien entre la vaccination et ces maladies qui sont quasiment incurables de narcolepsie. Personne ne les conteste. On a des cas d'ailleurs, il y a un cas dont parlait Libération il y a quelques jours d'ailleurs, d'une jeune femme qui s'est fait vacciner en 2009, qui a commencé à souffrir de narcolepsie, donc de passage de sommeil en pleine journée, pendant ses cours ou au travail, ce qui est extrêmement handicapant pour la suite des événements, pour sa vie même, pour son travail.
Elle a commencé à souffrir de cela au bout de 6 mois. Il lui a fallu attendre 2 ans à partir de 2011-2012 pour que ce soit officiellement reconnu comme une conséquence de la vaccination. Et il a fallu attendre, je crois, 2016 pour que l'État soit condamné à l'indemniser pour cette vaccination. Sachant d'ailleurs que les laboratoires pharmaceutiques avaient évidemment mis de côté, s'étaient débarrassés de leurs responsabilités en refilant ça à l'État. Je résume donc, il y a eu 5 600 000 personnes qui ont reçu au moins une dose, 563 000 qui ont reçu les 2 doses, et il y a eu, à l'heure actuelle, 200 cas environ en France de personnes qui souffrent de narcolepsie et de cataplexie, et quasiment à vie. Je rappelle qu'il y a eu en France 323 morts de la grippe H1N1. Je rappelle enfin que les enfants entre 5 et 19 ans ont 13 fois plus de risques de développer une narcolepsie après avoir été vaccinés par H1N1 que s'ils n'ont pas été vaccinés. 200 personnes qui souffrent à vie de narcolepsie et de cataplexie, et 323 morts. Vous voyez donc qu'il y a eu d'ailleurs au passage donc des morts de cette maladie, sans doute peut-être qu'ils n'avaient pas été vaccinés, peut-être que le vaccin était efficace, mais on voit quand même qu'il y a un véritable problème. Parce que s'il y a eu 323 morts sur l'ensemble de la société française avec 65 millions d'habitants, et que sur les seulement 5 600 000 personnes qui ont reçu une dose et les 560 000 qui ont reçu les 2 doses, vous avez 200 personnes qui sont handicapées à vie, eh bien le bilan du vaccin pose véritablement problème. Un rapport d'enquête du Sénat, présidé par l'ancien ministre François Autain, a été rendu public d'ailleurs le 29 juillet 2010. Ce rapport est assez critique, même très critique, et il a mis en lumière, c'était il y a 10 ans, il a cité nommément le poids des lobbies pharmaceutiques ainsi que l'acceptation par les décideurs politiques et administratifs de contrats commerciaux beaucoup trop contraignants. Ça, c'est le cas du vaccin H1N1. Revenons maintenant au vaccin Pfizer-BioNTech sur la Covid-19. Qui peut assurer aujourd'hui que dans 2 ans, on ne va pas avoir des cas, des centaines de cas, des milliers de cas peut-être, comme celui de H1N1, qui vont se déclarer. Narcolepsie, cataplexie, mais peut-être beaucoup plus grave. Puisque, je le rappelle, et ça c'est quelque chose, semble-t-il, que les partisans du vaccin n'arrivent pas à comprendre, je rappelle que c'est la première fois au monde que l'on va balancer dans les organismes humains à des centaines de millions de personnes des vaccins qui sont faits selon une technologie dite de l'ARN messager. Alors, je ne vais pas ici entrer dans un détail trop précis, d'autant plus que je ne suis pas un spécialiste, mais je me documente. Et je vois qu'il y a deux écoles très différentes. Il y a une école qui est représentée notamment par le professeur Montagnier, Luc Montagnier, qui a quand même été prix Nobel de médecine en 2008, médaille d'argent du CNRS, qui a eu plusieurs prix internationaux pour la recherche médicale fondamentale et appliquée, qui est docteur honoris causa de très nombreuses académies dans le monde. Alors il est de bon ton dans les médias mainstream de laisser entendre qu'il est complètement gâteux. Bon, moi je l'ai vu sur France Soir TV, ce monsieur n'est pas du tout gâteux. Ce qu'il dit est extrêmement sensé. On l'a brocardé parce qu'il a dit qu'il y avait dans la Covid-19, dans le virus en question, des éléments du génome, comment dirais-je, de 2 virus, du virus du sida, du HIV, et également du virus de la malaria. Il a dit ça au mois de juillet. On a dit qu'il était complètement gâteux, qu'il était siphonné, que c'était faux, naninana. Sauf que ça ressort. J'ai eu l'occasion déjà de me parler ici de ce dossier qui avait été établi par le CNRS qui dit qu'il y a un vrai problème sur le Covid-19. Parce que lorsqu'on séquence ce virus, il y a des choses qui sont impossibles statistiquement à avoir naturellement.
il y a vraiment des morceaux, des bribes de discours, si j'ose dire, des bribes du génome de ce virus qui viennent du virus HIV et d'autres du virus de la malaria. Malaria, d'ailleurs, soignée, c'est la maladie du palu. Ça pourrait expliquer, d'ailleurs, en partie, l'efficacité de l'hydroxychloroquine. En attendant, voilà, vous avez le professeur Montagnier, vous avez le professeur Raoult qui met en garde contre des vaccins beaucoup trop rapides. Et quand on met en garde contre un vaccin, ça ne veut pas dire on interdit de vacciner. C'est simplement une mise en garde. C'est du pur bon sens. Le professeur Perron, etc., toutes ces personnalités qui sont poursuivies, pas le professeur Montagnier, parce que l'Ordre national des médecins n'ose quand même pas poursuivre pour charlatanisme un prix Nobel de médecine, mais les autres sont poursuivis par l'Ordre national des médecins au motif que ce seraient des charlatans. Bon. D'ailleurs, ce sont des gens qui n'ont même pas souvent le diplôme de professeur de médecine qui attaquent des sommités médicales mondiales en disant que ce sont des charlatans. C'est quand même, passez-moi la rigolade. Je vois d'ailleurs que le président de l'Ordre national des médecins, c'est un médecin généraliste. Très bien, j'ai beaucoup de respect pour les médecins généralistes. Enfin, il n'a quand même pas les compétences des infectiologues, des virologues et des immunologues dont on parle sur ces questions très précises. Alors, que disent les personnes qui sont hostiles à la vaccination ARN ? Ils disent que l'ARN, normalement, ne modifie pas l'ADN, mais qu'il peut arriver des cas où il le modifie. C'est tout le problème des rétrovirus comme le HIV, et c'est tout le problème d'un élément que les spécialistes appellent la transcriptase inverse, c'est-à-dire que normalement c'est l'ADN qui informe, qui modifie, c'est l'ADN qui modifie l'ARN, mais que dans certains cas c'est l'inverse qui peut se produire. Et ça, on sait ça maintenant depuis quelques décennies. Alors, ça a été débunké. J'ai vu que le journal Le Monde et les décodeurs ont dit comment, c'est n'importe quoi, le prix Nobel dit n'importe quoi, le professeur Raoult dit n'importe quoi, le professeur Perron dit n'importe quoi. De toute façon, c'est simple. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec Big Pharma et avec Pfizer-BioNTech, vous dites n'importe quoi. Vous êtes un gâteux ou un complotiste, au choix. C'est quand même un peu. Parce que les décodeurs, c'est fait par un journaliste qui n'a pas de diplôme de médecine, je ne pense pas, ou qui, s'il en a, n'a pas toutes les compétences des gens qui l'attaquent. Et les décodeurs du Monde ont expliqué qu'il ne fallait absolument pas avoir peur de l'affaire de l'ARN modifiant l'ADN, que c'était absolument impossible. Et d'ailleurs, ils ont interrogé un type, un médecin, qui a dit non, c'est impossible. Ah bon, très bien. Oui, il y a des médecins, c'est vrai, il y a un médecin qui dit que ça n'est pas possible. Très bien. Pfizer-BioNTech dit que ça n'est pas possible. Très bien. Mais il y a des sommités médicales qui disent que c'est possible. Il y a, je voyais sur France Soir un autre spécialiste de biologie moléculaire qui disait, contrairement aux débunkages qui ont été faits, les débunkages sont faux s'il y a un risque qui est prouvé depuis maintenant des décennies que l'ARN puisse rétroagir sur l'ADN. Et si l'ARN rétroagit sur l'ADN, c'est un cataclysme potentiel. Ça veut dire que potentiellement, l'ADN des gens qui auront été vaccinés pourront être modifiés. Et donc, éventuellement, le patrimoine génétique qu'ils transmettront à leurs enfants. Et donc, éventuellement, des risques que l'on ne peut même pas imaginer, y compris des risques de stérilité. Alors moi, dans tout ça, je suis beaucoup plus prudent que les décodeurs du Monde, mais je dis je ne sais pas. Ça me paraît de bon sens. Je ne sais pas qui a raison. Il faut qu'on attende. Et il y a un grand dicton en France, depuis très longtemps, qui dit « Dans le doute, abstiens-toi ». Eh bien, c'est... Voilà. Comme on ne sait pas encore si ce vaccin à ARN messager pourra ou non modifier par un phénomène de transcriptase inverse l'ADN, si l'on voit qu'il y a des médecins qui assurent que c'est absolument impossible, mais que vous en avez d'autres qui disent que c'est tout à fait possible et imaginable, eh bien, face à ce débat qui n'est pas retranché, normalement, le rôle fondamental d'un État, c'est de ne pas mettre en danger
la vie de ses concitoyens. Primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. C'est l'un des principes fondamentaux de la médecine depuis Hippocrate. D'abord, il ne faut pas nuire aux patients. Alors, je terminerai en rappelant ici que, par ailleurs, Pfizer-BioNTech n'est quand même pas un enfant de cœur. Faut pas non plus exagérer. C'est un laboratoire qui a été condamné à plusieurs millions de dollars aux États-Unis pour publicité mensongère sur des vaccins. Je rappelle également que le PDG de Pfizer-BioNTech, à peine a-t-il annoncé que le vaccin était prêt, qu'il en a profité pour se débarrasser d'un nombre significatif des actions qu'il possédait pour les vendre d'un seul coup au plus cher, puisque le cours de l'action du laboratoire a explosé en l'espace de 48 heures pour devenir très élevé. Donc il a fait des profits énormes. C'est contraire à la déontologie. Normalement, le PDG d'un laboratoire pharmaceutique qui sort un vaccin radicalement nouveau, qui est destiné à des centaines de millions d'habitants sur Terre, paraît-il, et sur lequel on n'a aucun recul, normalement devrait avoir au minimum l'éthique de conserver les actions et de ne pas faire profit après l'annonce, pour montrer qu'il a confiance dans la suite des événements. Et au minimum, il devrait avoir la deuxième éthique qui consiste à être le premier à se faire vacciner devant le monde entier. Or, le PDG de Pfizer-BioNTech a annoncé qu'il ne se ferait pas vacciner dans l'immédiat. Voilà. Et ceci, il a ressorti le même argument honteux, où on prend les Français pour des imbéciles. Le même argument que celui de Macron, de Castex et de tous nos ministres. Madame Schiappa qui a dit qu'elle se fera vacciner quand le vaccin sera sûr. Macron et Castex ont dit non, ils se feront vacciner, mais pas tout de suite, parce qu'ils ne voudraient pas que ça passe comme étant un passe-droit. Et il faut donc d'abord que en faire bénéficier les personnes âgées vivant dans les EHPAD. C'est vraiment se moquer du monde. La France a acheté 300 millions... Non, l'Union européenne, pardon, a acheté 300 millions de doses de ce vaccin Pfizer-BioNTech. La France en attend certainement plusieurs, 1 ou 2 ou 3 millions à partir de la fin décembre. On va pas me dire que comme il y a 46 ministres au gouvernement, on pouvait pas distraire une centaine de doses sur les 2 millions que la France va recevoir pour que le gouvernement montre l'exemple. Non. Si le gouvernement, si M. Macron, si M. Castex, si Mme Schiappa, si d'ailleurs le président de Pfizer lui-même ne commence pas en premier à se faire vacciner, c'est qu'il y a un loup dans le placard. Voilà ce que je voulais vous dire. Et j'aimerais vraiment, et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, j'aimerais vraiment que les personnes que je vois sur Internet en train d'expliquer que ceux qui ont des réticences à se faire vacciner, que ces personnes-là, dont je fais partie, nous serions des crétins, qu'il faut absolument se faire vacciner et prendre des mesures drastiques, fait comme d'ailleurs la loi prévue par Castex le prévoit, c'est-à-dire de retirer toute vie sociale aux gens qui ne se feraient pas vacciner. À ceux-là, je m'adresse et je leur dis regardez-vous dans la glace, écoutez mes arguments et réfléchissez en vous-même. Réfléchissez en vous-même, parce qu'il y a eu des gens très malins en 2009, 2010, qui se sont fait vacciner du vaccin H1N1, qui, comme vous, pensaient que tout ça, les vaccins étaient parfaitement sûrs dans la mesure où il y avait eu l'autorisation d'autres mises sur le marché, et puis qui se retrouvent depuis victimes à vie de maladies invalidantes. Attention sur cette carte que j'ai trouvée sur Internet. Ça n'est pas moi qui l'ai réalisée, c'est un internaute, et que j'ai trouvée tout à fait intéressante. Je l'ai vérifiée, je ne suis pas sûr à 100% de toute l'exactitude de ce qu'il y a dedans, mais en gros, c'est une carte qui est en gros fiable. Cette carte représente le monde et vous avez l'utilisation qui est faite dans les pays du monde de l'hydroxychloroquine pour lutter contre la Covid-19. Ce que vous voyez sur cette carte, c'est que les pays en rouge, c'est-à-dire pour l'essentiel les pays de l'Union européenne, le Canada, les États-Unis, la Colombie, l'Afrique du Sud, l'Australie, et puis une petite surprise, le Pakistan,
Dans ces pays qui sont de couleur rouge, l'hydroxychloroquine son usage est très limité. Parfois carrément interdit comme en France, parfois non interdite, mais l'usage est déconseillé, limité, etc. Regardez cette carte. Maintenant, les pays qui sont en vert prairie, en vert fluo, ce sont les pays où, au contraire, l'hydroxychloroquine est utilisée largement comme thérapeutique prophylactique à la Covid-19. Vous avez notamment la Russie, la Chine, l'Inde, un grand nombre de pays d'Afrique, et puis également de quelques autres pays en Asie du Sud-Est. Et puis vous avez les pays qui sont en vert pâle, c'est-à-dire des pays où l'hydroxychloroquine est utilisée, pas de façon intensive, mais est utilisée en tant que de besoin, éventuellement avec d'autres types de médecine. Voilà. J'ai oublié de citer parmi les pays rouges le Chili. Pourquoi je vous montre cette carte? Parce que je la trouve assez intéressante, même très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle montre que les pays qui sont en rouge sur cette carte, c'est-à-dire les pays qui interdisent ou utilisent très peu, et déconseillent, dénigrent l'utilisation de l'hydroxychloroquine, se trouvent être à peu près, à quelques exceptions près, mais des pays qui sont sous la domination américaine. Tout se passe donc comme si ce virus était finalement un virus qui suscitait des réactions éminemment politiques. Dans les pays qui sont sous influence américaine et sous l'influence de Big Pharma, eh bien, on déconseille l'hydroxychloroquine, on promeut le remdesivir de Gilead, on promeut le vaccin ARN messager de Pfizer-BioNTech et de Moderna. C'est ça la vérité. Alors que dans les pays qui ne sont pas sous domination américaine, on promeut les vaccins russes ou les vaccins chinois, mais aussi l'utilisation de médecines qui ont quand même fait leurs preuves, pas totalement, mais qui ont une efficacité partielle, au moins en termes prophylactiques, comme l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, l'ivermectine, l'administration massive de vitamine C, de vitamine D, de zinc, etc. Voilà la réalité. Donc je trouve que cette carte est tout à fait intéressante parce qu'elle vous montre que, au-delà de des péripéties, nous sommes dans une zone qui est sous domination de Big Pharma et nous voyons que le discours hystérique qui est tenu en France sur ces questions n'a pas grand-chose à voir avec la science, mais en revanche a beaucoup à voir avec des intérêts financiers. Je conclurai cette petite vidéo en soulignant une vidéo que je viens de voir du professeur Raoult à Marseille qui a donné une information tout à fait intéressante. Lui et ses services ont examiné, je crois qu'il y a maintenant 174 études dans le monde sur l'hydroxychloroquine. Et ils ont fait une typologie tout à fait passionnante. Ils ont examiné le résultat de ces études en fonction de qui y participe et qui est derrière. Et le professeur Raoult et ses équipes ont montré que les études qui sont réalisées sur l'hydroxychloroquine, lorsqu'elles sont réalisées par des entités ou des professeurs ou des médecins qui sont par ailleurs financés par Gilead, qui donc ont un conflit d'intérêts avec l'hydroxychloroquine, 73% des études étudiées dans ce cadre ont montré que l'hydroxychloroquine serait inefficace. En revanche, et qu'en revanche, le remdesivir serait à 100% efficace. En revanche, ils ont examiné les études qui ont été effectuées par des professeurs, des médecins ou des institutions qui ne sont pas financées par Gilead, qui n'ont aucun intérêt, et qui montrent dans ce cas-là que 83% des études indiquent que l'hydroxychloroquine est efficace. Il y a maintenant 179 études qui ont été publiées ou qui sont sur le point d'être publiées qui testent l'hydroxychloroquine, qui comparent l'hydroxychloroquine. Et donc, Mathieu Mignon, chez moi, a fait un extraordinaire travail pour savoir pourquoi il y avait des gens qui étaient pour, pourquoi il y a des gens qui étaient contre l'hydroxychloroquine. On a déjà fait un papier là-dessus. Mais par exemple, ceci est beaucoup guidé par les conflits d'intérêts avec Gilead. Si vous avez une étude qui est payée par Gilead,
ou qui comporte majoritairement des auteurs qui ont des conflits d'intérêts avec Gilead, eh bien, dans 73% des cas, vous dites que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Et dans 100% des cas, vous dites que le remdesivir marche. Si vous n'avez pas de conflit d'intérêt avec Gilead, dans 83% des cas, vous dites que l'hydroxychloroquine marche, et dans le seul cas publié, randomisé, vous dites que le remdesivir ne marche pas. Donc vous pouvez prédire, voyez, avec le fait qu'il y a ou qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, quel est le résultat de l'étude, c'est même pas la peine de la faire. Voilà, c'est tout à fait passionnant, c'est tout à fait intéressant, ça recoupe le planisphère que je viens de vous montrer. En réalité, on ne parle plus de médecine, on parle de gros sous. Et l'un des enjeux les plus fondamentaux, à mon avis, pour les années qui viennent en France comme dans le monde, c'est de retirer la santé humaine à la soif de l'argent. Vive la République et vive la France.